Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Flouserie. Cette semaine, un nouvel épisode avec un invité. On reçoit Loïc qui va nous présenter son parcours d'investisseur et nous expliquer un petit peu comment il a fait, notamment pour investir dans 2 régions différentes après un déménagement. Salut Loïc, comment tu vas? Ouais, salut Julien, ça va bien, merci et toi? Ça va bien aussi, merci. Justement, pour casser la glace en début d'épisode, j'aime bien toujours poser un petit peu une question. C'est demander un peu quel a été le pire investissement de l'invité. Ça permet à chaque fois d'avoir une anecdote un peu sympa pour démarrer l'épisode. Quand je parle de pire investissement, ça peut être quelque chose de monétaire, quelque chose où tu as perdu du temps, tu as perdu de l'énergie. Une fois, j'avais reçu un invité qui était chef d'entreprise et il avait perdu beaucoup de temps et d'investissement personnel avec un salarié, par exemple. Donc voilà, si tu devais, réfléchir et te dire aujourd'hui quelle est la chose que tu as fait où tu t'étais le plus investi et que tu regrettes aujourd'hui? Donc, en fait, ma pire erreur, c'est surtout le premier investissement locatif. Donc c'était une maison, de famille de mes grands-parents. Heu, j'ai un petit peu sous-estimé l'ampleur des travaux et le budget des travaux. Donc il a fallu quand même rajouter 5 000 € presque à la fin pour pouvoir continuer et heu et en finir avec ce projet. Sinon on était un petit peu pris à la gorge. Et de ce fait, on a dû vendre notre voiture principale qui était en OK, leasing à ce moment-là. On l'a vendue pour acheter un utilitaire vraiment pas cher. Je me rappelle, il était à d'accord. 700 €. C'était un express et du coup, ça nous a un petit peu mis dedans, mais ensuite on est retombé sur nos pattes, une fois que c'était terminé. OK comment ça se fait que tu avais eu un dépassement là-dessus? Il y avait eu des travaux qui avaient été pas prévus ou c'est juste les artisans qui t'ont demandé plus cher à la fin? Qu'est-ce qui d'où ils venaient ces 5 000 € en plus? Non, en fait, c'est moi qui a mal estimé parce qu'en fait, j'ai pas été accompagné. C'était le premier investissement, c'était plus un investissement, heu, pour du comment? C'était sentimental, hein, c'était la maison de mes grands-parents, c'était sentimental à la base, c'était vraiment pas pour du business, donc j'ai sous-estimé les travaux, de moi-même. J'ai fait intervenir les artisans pour faire le gros œuvre et j'ai tout fait moi-même. Pendant 7 mois, j'ai taffé dedans au OK. maximum et arrivé presque à la fin, c'était presque où il fallait poser les escaliers où là, on était bloqué pour quelques finitions, mais qui a coûté quand même 5 000 € de plus. OK, ouais, quand même et les travaux, tu savais déjà faire ou tu as appris tout seul? Alors j'ai appris tout seul, hein, mais bon, comme je peux dire, je suis, autodidacte. J'ai OK, regardé super. un petit peu quelques tutos. Mon papa est relativement bricoleur, bon bricoleur et sinon j'ai appris sur le tas avec des conseils d'amis. D'accord, OK, OK, OK et quoi, du coup, des amis qui sont venus t'aider, qui t'ont montré? Peut-être, je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui regardent des vidéos sur YouTube. Je sais pas si tu avais un peu utilisé ça, des fois, pour, certains points techniques sur les travaux? Si, bah, justement, bah, après c'était il y a 10 ans maintenant, le premier investissement en nom propre, cet investissement. Je m'étais servi de YouTube à ce moment-là, hein. OK. Bah, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui avec YouTube, hein. Je sais que moi, il y a pas longtemps, j'ai fait ma première pause de cuisine et honnêtement, sur la découpe du plan de travail et cetera, merci le tuto Leroy Merlin, c'était nickel et ça m'a permis de pas faire, ce qui arrive souvent quand on fait son premier plan de travail, c'est-à-dire de le gâcher parce qu'on a été trop vite et qu'on n'a pas regardé les étapes. Donc non, c'est souvent très efficace. Ouais. Bon, mais écoute, merci pour cette déjà première anecdote. Si tu devais te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Alors, bah, moi, c'est Loïc. Je suis pas marié, je suis pacsé, ça va faire 20 OK, ans maintenant et on a 2 enfants. On a 2 enfants, on peut dire qu'on a commencé, l'investissement pour nous-mêmes, une résidence principale. On avait 20 ans, 21, 20 ans, 21 ans. Et ce qui nous a motivés, c'est que moi, mes parents avaient fait construire leur maison il y a maintenant 40 ans et du coup, on a fait notre résidence principale, on était tous les 2 salariés. Et ensuite, on a investi, dans la maison, on va dire, sentimentale, familiale de mes grands-parents, pour faire une rénovation complète, hein, de la maison. Voilà. Ça a commencé comme ça. ça a commencé comme ça, d'accord, par la l'ARP et quand tu as commencé par la l'ARP, est-ce que tu avais déjà la vision peut-être d'un jour de faire du locatif, c'est-à-dire de louer un bien immobilier à un locataire? Ou au début, tu étais vraiment plutôt dans la culture familiale de il fallait, détenir sa RP? Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui détenaient de l'immobilier locatif dans ta famille peut-être? Bah, justement, non, on avait, OK, juste, l'idée de faire notre RP et basta, en fait. Jamais je me suis dit: «Un jour, je ferai de l'immobilier, l'investissement locatif», et en fait,
quand ma grand-mère, parce que mon grand-père est décédé, quand ma grand-mère a voulu vendre la maison, ça m'a fait franchement, ça m'a fait un choc et j'ai voulu, je me suis dit: «On va essayer de l'acheter cette maison», même OK. s'il y avait beaucoup, beaucoup de travaux et du coup, on s'est lancé comme ça pour que ça reste dans la famille. À la base, c'était vraiment pour que ça reste dans la famille et faire du locatif, hein, bien sûr. OK et du coup, tu l'as acheté directement, et comment ça s'est fait? C'est-à-dire, c'était uniquement un achat ou c'était une transmission en même temps? Comment ça s'est fait un peu d'un point de vue familial là-dessus? Parce que j'imagine tu avais peut-être des cousins, des frères et sœurs, des fois racheter la maison familiale, ça peut être un sujet en famille? Oui, bah, justement, en fait, on en avait parlé parce que c'est du côté de mon papa. Ils sont 5 frères et sœurs, donc ils ont tous des enfants, des petits-enfants et du coup, on s'était mis d'accord parce que personne ne voulait reprendre cette maison. OK. Alors, on s'est mis d'accord et du coup, ma grand-mère nous l'a vendue à nous, une vente O classique chez le notaire. Il y a pas eu de donation, rien du tout, hein. OK. On OK, a eu OK. un tarif préférentiel, mais vu l'ampleur des travaux, vu les Oui. surprimes de la réno, Oui. et bah, forcément ça coûte toujours plus cher, voilà. OK, OK, ouais, donc on va dire, il y avait pas eu de petit coup de pouce de ce côté-là, mais après c'est normal, hein, ça c'est pas forcément même quand il y a comme ça des ventes dans la famille, on va dire, la seule chose que tu économises de manière sûre, c'est les frais d'agence, ça c'est évident. Mais après, bon, c'est normal qu'entre guillemets, quand il y a des cousins, des oncles, des tantes, ça fait des sujets en termes de transmission, tu peux pas faire n'importe quoi. Puis même si elle avait voulu te faire une donation, bah, le notaire aurait peut-être dit: «Bah, attention, faut faire une donation partage, ça va être compliqué», donc OK, OK, intéressant là-dessus et du coup, c'est, la maison qui revient sur la première anecdote que tu as racontée ou tu l'as entièrement, refaite du coup? Oui, tout à fait, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est le premier vraiment investissement locatif, après ma OK, résidence principale. OK et c'est quoi comme maison en termes de superficie? Alors c'est une maison qui fait 85 carrés. À D'accord, la base, elle m'en faisait 60, mais en fait, on l'a modifiée, il y avait une partie où dans le temps, on mettait du foin oui, à l'étage. Donc on a refait complètement cette pièce pour faire en une pièce habitable et du coup, on a gagné, bien 30 carrés. ah oui, quand même, OK, ça fait 2 chambres, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. OK et elle est c'est dans quelle région du coup ce projet? Alors c'est en Bourgogne. OK, parce que du coup tu es de là-bas à la base? Oui, voilà, je suis originaire de Bourgogne et OK, maintenant ça va faire 5 ans que l'on a déménagé ici sur la Côte d'Azur, d'accord. pas loin de Cannes. OK, pas loin de Cannes, OK, OK. Effectivement, changement de vie du coup, c'est pas le même climat, Changement c'est de pas tout à fait climat, le même endroit. tout à fait, c'est ça. OK, OK et du coup, c'est intéressant parce que, tu te dis: «On rachète la maison familiale, on va en faire du locatif». Ça a pas été un sujet dans la famille? Parce que je sais que des fois les maisons familiales, justement, c'est des maisons où il y a de l'attache, où les gens, ils ont envie d'y revenir plus tard. Là, tu as dit: «Bon, ben, je mets un locataire dedans», personne t'a sorti le truc classique: «Ah ben non, surtout pas, tu vas mettre un locataire dans la maison familiale, il va tout détruire» et cetera. Tu pas eu un peu ce souci-là quand tu as eu ce projet? Eh ben non, heureusement, franchement, tout le monde s'entend bien, OK, dans ma famille, donc il y a pas eu du tout ce sujet-là. Tout le monde était même content et même à la fin des travaux, au bout des 7 mois de oui, travaux, on a convié tout le monde, OK, mes oncles et tantes, mes cousins et cousines, pour leur montrer quand même la fin du projet et tout le monde franchement était ravi d'avoir redonné vie à cette maison, et de OK. mettre plus tard des locataires. Ça n'a gêné personne. OK, OK, OK et quand tu dis que tu as fait tous les travaux toi-même, tu faisais comment d'un point de vue professionnel? Parce que, quelle était ton activité? Combien de temps tu avais pour le faire? Parce que tu m'as dit 7 mois, je crois, en tout la Oui, c'est rénovation? ça. En OK, 7 OK, mois, donc j'étais, bah, je suis toujours, hein, agent SNCF au OK, service électrique d'accord, et du coup, bah, tous les soirs, hein, à la fin du OK, travail, fin de journée jusqu'à tard le soir, j'allais OK. travailler dedans. Je prenais des jours de congé ou tous les week-ends et pendant 7 mois. OK et il y a pas eu des moments où tu t'es dit: «Là, ça commence à être long, je suis un peu fatigué»? Parce que, tu vois, bah, ça a été un peu notre cas. Nous, avec Marie, on a rénové les 2 Airbnb. C'est toujours pareil sur les chantiers, c'est qu'entre guillemets, au début, tu pars toujours, tu sous-estimes toujours un petit peu, et l'ampleur des travaux et le temps que ça va prendre. Donc, bah, nous, par exemple, on s'était dit: «Allez, en 2 mois et demi, le chantier est plié». Finalement, il nous a duré à peu près 3 mois et demi, donc on a eu 1 mois de plus. Franchement, le dernier mois était dur parce qu'on en avait marre, entre guillemets. Encore, on pouvait pas y être tous les jours. C'est pareil, hein, on a le reste du parc à gérer, plus, on a les autres activités et cetera à côté et je sais qu'il y a des moments où on se forçait un petit peu pour y aller, quoi. Oui, bah, honnêtement, c'est vrai je peux pas dire que je me forçais parce que vu que c'était, comme je disais, sentimental cette maison, j'y allais avec joie, mais franchement très fatigué. J'ai perdu même quelques kilos. Je OK. voulais presque plus manger tellement j'étais à fond dans les travaux Ouais. et c'est vrai que vu qu'on avait quand même les chances de les intérêts d'emprunt qui tombaient et Oui, ben, il fallait quand même se dépêcher. Donc on était OK. un petit peu pris, on s'est un petit peu dépêché, mais on a fait les choses, voilà, dans les règles
OK. et Et justement, tu parles d'emprunt, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais acheté cette maison en nom propre et à l'époque, c'était il y a 10 ans à peu près, c'est ça que tu es allé voir, oui, c'est ça. que tu l'as acheté? C'était quoi les conditions bancaires à peu près? Que les gens Alors bon, comparent par alors rapport à déjà aujourd'hui? déjà la 1re maison, notre résidence principale, on l'a fait construire. OK, Donc on avait 20-21 ans. OK. Déjà quand on est allé voir, le banquier, il nous a dit qu'on était trop jeunes pour faire construire. Donc ça nous a D'accord. vraiment refroidis. Oui. Donc on a trouvé une autre banque qui nous a suivis OK, super. et ensuite, allez, quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, on a fait cet investissement locatif. Notre propre banque n'a pas voulu nous suivre, donc il a fallu encore démarcher une autre banque qui a OK, cru en nous et ça a débloqué la situation. OK et en termes de montant, si tu te souviens un petit peu des chiffres, ça donnait quoi? Faut pas besoin d'être précis, hein, c'est un peu donner un ordre d'idée du Bah, projet. la maison, alors la maison, elle nous a pas coûté cher, hein, elle a été à 35 000 €. C'était rien, mais il OK, y avait vraiment tout à refaire. OK, Également le toit, on a eu une surprise, avec le toit, il a fallu rajouter encore bien 10 000 € après. OK, Donc au total, allez, elle nous a coûté 80-90 000 € au total, hein. OK, OK. D'accord et du coup, crédit sur 20 ans? C'était un crédit sur, 15 ans, 15 ans? OK. c'est ça, 15 ans. Et sur 15 ans, parce que c'était le banquier qui t'avait, dit que c'était mieux, c'était toi qui voulais que ça se paye plus vite, comment ça s'est fait un peu là-dessus? Bah, justement, j'avais pas la notion de ce que je sais en fait, maintenant quoi. Non? Ouais, C'est que j'ai voulu faire un peu au plus court. Même si les mensualités étaient plus hautes, j'ai voulu faire quand même au plus court. Mais après coup, je me dis maintenant, j'aurais préféré faire une levée de dette, avec, sur 20 ans par exemple et que le crédit soit un petit peu moins élevé par mois et ça OK, m'aurait permis de générer, comme on dit, un du peu de cash cash flow. flow par mois, un petit plus. Voilà, OK. mais à ce moment-là, il y a 10 ans, j'avais pas du tout cette notion, j'étais pas du tout accompagné, et il y avait pas trop d'informations même sur les réseaux, par rapport à ça. Bah, c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était le tout début, hein. Moi, je me souviens, j'ai commencé à découvrir l'immobilier en 2017 et je pense que ça avait dû arriver en 2016, entre 2016 et 2017, mais vraiment, c'était le tout début, hein. Il y avait 3-4 personnes qui en parlaient maximum et je me souviens que, pour tomber dessus sur YouTube, je ne me souviens même plus comment j'ai trouvé ma première vidéo. Ça devait être pur hasard parce que franchement, les algorithmes à l'époque, ils poussaient pas forcément les contenus là en avant. Autant aujourd'hui, il peut y avoir, du Yann Darwin, du Cédric Anissette, du Christopher Wangen qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Bah, à Oui. l'époque, ils avaient, 15 000 abonnés, donc c'était des toutes petites chaînes par rapport à des chaînes gaming ou autres qui avaient déjà des millions d'abonnés sur, déjà à cette époque ou même des Cyprien Norman, hein, qui existaient déjà à l'époque et qui étaient déjà des grosses chaînes. Donc je me souviens même plus comment être tombé dessus, mais c'est vrai que c'était pas évident d'avoir de l'info dessus. Ou alors il y avait des blogs aussi, je sais pas si toi tu as été là-dessus à l'époque. Moi, je sais que j'ai pas mal traîné sur ce forum. Ça s'appelait lesrentiers.fr ou .com, un truc co devenir rentier, je sais plus. C'est un forum, mais vraiment en plus, c'était un truc qui était codé dans les années 2010. Donc tu sais, c'était les vieux forums à l'ancienne, c'est couleurs un peu un beige un peu taupe, Oui, je heu, vois. Ouais, toute petite vraiment, écriture, full text. voilà, c'est ça. Il y avait des gens qui se partageaient des informations. C'est à l'époque, là, sur ce site-là que j'avais trouvé le fameux, calcul différentiel. Tu sais, le truc dont tout le monde te parle, que, les banques, elles raisonnent Ouais, en ouais. taux différentiel pour le taux d'endettement et tout. Ou moi, après, je suis arrivé en banque, j'ai parlé à tous mes collègues du taux différentiel et tout le monde m'a dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» J'étais en mode: «Bah, je sais pas, sur les forums, tout le monde parle de ça, c'est que ça existe», tu vois? Oui. Donc, bah, ouais, Mais non, c'était moi pas j'ai tu vois, moi, justement, j'étais pas du tout, vu que j'étais pas passionné, j'étais pas dans ce moule-là. Du coup, j'ai pas fait de recherche, à ce niveau-là, quoi, hein, OK. malheureusement. Bon après, malheureusement, c'est toujours ce que je dis, hein, non, 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 valait mieux faire ça que de rien faire quoi qu'il arrive. Donc en soi, Tout à fait. c'est pas une mauvaise décision. C'est juste que Non. c'est toujours mieux quand tu sais, hein, même moi sur la première opération, pour rappel, nous on avait fait un crédit sur 8 ans, hein, sur le premier bien Oui, immobilier. on veut se débarrasser, en fait, au maximum, que ça Ouais. aille vite, mais c'est pas la bonne stratégie. Non, non, non et ça souvent on s'en rend compte plus tard. Et Tout du à coup, fait. justement donc 90 000 €, alors je sais pas exactement le taux que tu as eu, mais bon, j'imagine ça faisait des mensualités de 400 € globalement, quelque chose comme ça? Oui, 400-500 €, tout à fait, oui. OK et en termes de loyer, ça donnait quoi? Ça donnait, j alors de tête, peut-être 600 €. 600 €? Une fois les fonciers, tout déduit, on va dire les charges, dans ma poche, j'avais quand même 50 € par mois. 50 € par mois. OK, OK. Mmh. Sachant que du coup, tu étais en revenu foncier, mais tu as eu beaucoup de travaux déductibles. Tout à fait, j'ai fait du déficit foncier, OK, ça déjà, il y a pas si c'était longtemps, oui. je sais pas si on te l'avait conseillé ou si tu l'avais trouvé, mais tu vois déjà le déficit foncier, surtout à l'époque, c'était quelque chose que les gens connaissaient pas. Oui, alors, je crois que je l'ai trouvé par hasard. Franchement, je OK, sais plus, je pourrais plus dire.
OK, OK, On OK. mais Bah, on tu vois, mais on l'a appliqué. OK, bah, tu vois, ça, c'est déjà, c'est un point sur lequel sur lequel tu étais tombé qui était important. Parce que pour le coup, ça aurait été l'erreur, ça aurait été de rester en micro-foncier sur ce projet-là. Et du coup, ça t'aurait fait payer beaucoup d'impôts. Au final, même si tu étais en nu, là-dessus, bon, en soi, tu as du déficit foncier pendant pas mal d'années. Le loyer est pas non plus stratosphérique et puis surtout, tu as fait énormément de travaux. Quand tu fais 70 Oui. de travaux sur une maison, bon, tu as quand même eu, j'imagine, du déficit foncier pendant pas mal d'années, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est ça. Oh oui, presque, elle est presque là pendant 10 ans, hein, jusqu'à l'année dernière, il y avait quand même pas mal de déficit foncier, hein. OK, Tout à fait, ouais. OK. D'ailleurs, tu l'as toujours, ce bien? Oui, je l'ai toujours, justement, je l'ai toujours, il est toujours en location. OK, toujours, toujours. OK, et le loyer actuel, c'est toujours dans les 600 ou ça a augmenté? Non, ça a augmenté maintenant. Alors vu qu'avant on passait, on va dire en direct propriétaire, hein, donc il y avait Oui, pas de frais de gestion, tout ça. oui. Donc maintenant on est à plutôt à 700 € par mois. OK, d'accord. OK. Je pose la question, tu vois, c'est intéressant aussi que les auditeurs, ils se rendent compte, qu'en 10 ans, les loyers augmentent et que forcément, c'est aussi un des avantages que tu as sur l'immobilier, c'est que mécaniquement, par le phénomène de l'inflation, si tu loues, 600 € aujourd'hui, tu loueras probablement 700-750 € dans 10 ans, quoi. Voilà, comme tu dis, c'est vrai que c'est mécanique, hein. Tout à fait, ouais, ouais, c'est la hausse de l'immobilier, quoi. OK. Tout à fait. Et après ce premier projet, est-ce que tu te dis: «Bon, c'est bien, là, on a notre RP, on a le bien familial que du coup maintenant on a mis en location». Est-ce qu'on reste là-dessus? Est-ce qu'on part sur une prochaine OP? Est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit: «Bah, au final, là, j'ai le locataire qui paye mon prêt, ça me crée du patrimoine, ça serait peut-être pas mal que j'en fasse un deuxième». C'est venu tout de suite ou c'est venu plus tard? Bah, alors, en fait, tout de suite, on s'est dit, parce que nous, on n'aime pas être, à l'arrêt, on aime bien avoir des projets et puis avancer. Alors on dit: «Bah, ça tourne, ça marche bien». Peut-être un an après, on s'est dit: «Bah, pourquoi, vu qu'on avait un grand terrain chez nous, pourquoi on ne ferait pas un petit gîte?» OK, Du coup, on a fait construire un gîte et moi, j'ai OK, fait tout ce qui était intérieur, électricité, plomberie, d'accord, et du coup, on en a fait un Airbnb. OK, Donc ça nous a généré des revenus, on va dire facilement. On avait un petit crédit dessus, mais ça compensait largement, notre ce que tu crédit, quoi. que tu gagnais. OK, Ouais. et ça a pas été compliqué parce qu'un gîte, j'imagine, tu as dû demander un permis de construire? Oui, tout à fait. Un permis de construire parce qu'il faisait 35 mètres carrés. 35 mètres carrés, OK, pas de problème au niveau de la mairie là-dessus? Tu as demandé un architecte ou tu l'as fait toi-même? Non, je l'ai fait moi-même avec l'aide d'un maçon que je connaissais de OK, confiance. Mmh. OK. D'accord, OK. Ouais, tu vois, c'est toujours bien ça aussi de savoir le faire, hein. Moi, j'ai toujours déclaration préalable de travaux, permis de construire, tu peux mettre les mains dedans, c'est bien. Après bon, il y a des cas où il vaut mieux, déléguer quand c'est sur des gros immeubles, des choses un peu complexes où il y a des PLU, problématiques, mais non, franchement que tu aies pu le faire toi-même, c'est top. Ouais, c'était sympa. Franchement, c'était une belle expérience. Ouais, Puis on reçoit les gens. ouais. Après on a de tout, hein, honnêtement, on va pas se cacher. Mais c'était une bonne expérience, quoi. Ouais, ouais. OK, OK, OK. Ouais, parce que ça aussi, c'est un sujet, tu vois, c'est vrai que nous, pour le coup, on n'a jamais eu une RP où il y avait un gîte ou une dépendance ou quelque chose qu'on loue. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui font ça. Quel est un peu ton avantage, inconvénient là-dessus? Est-ce que, entre guillemets, avoir souvent des voyageurs à la maison, est-ce que tu considères que c'est quand même un défaut ou est-ce qu'au final, tu es quelqu'un qui aime bien recevoir? Tu vois ça un peu comment? Alors moi, bah, j'aime bien recevoir, hein, j'ai Ouais, c'est le contact facile, mais après il faut que ça soit quand même bien séparé, je trouve, les entrées, en fait. Il faut OK, que ça soit bien distinct de la maison et du bâtiment annexe, voilà, quoi. Parce que là, actuellement, en fait, où on habite, on a acheté une petite maison et où on a une annexe à la maison qui se servait de plutôt de buanderie, qui était pas du tout, optimisée, OK, qui était pas habitable et on en a fait un petit Airbnb habitable du coup là, c'est plus une chambre, une chambre d'hôte. Et bah, tu OK, vois là, c'est un petit peu plus gênant parce qu'il passe vraiment chez toi, à côté de la terrasse. OK, Il y a ce contact-là, mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça justement, ils veulent pas te voir, et d'autres ouais, personnes, au contraire, ils voudraient même presque manger avec toi, quoi. oui, OK, Donc OK, OK, voilà, il y a que OK. deux facettes. OK, et justement, en termes de est-ce que tu as eu des mauvaises expériences par rapport à ça? Le fait de louer des Airbnb proches de la maison, je sais pas moi, du bruit, des soirées, des gens très bizarres, je sais pas si tu as eu des retours Oui, là-dessus? alors on a eu, on va dire, une petite anecdote là-dessus, c'était peut-être l'année dernière. On a eu une réservation, d'une personne qui est venue l'après-midi, pas de souci, avec, 2 autres personnes. Ils sont restés 1 heure dans la chambre, mais je pense que c'était uniquement pour parler. C'était vraiment pour D'accord. parler, et ils sont OK, ressortis 1 heure après, rien n'était défait, tout était impeccable. Donc OK, c'était un petit peu bizarre, une expérience un peu bizarre, quoi. OK, ouais, Et c'est vrai on que les a voyageurs qui louent une nuit, mais qui dorment pas dedans, c'est un peu Mais plus c'est un peu ça, plus il dort pas dedans. On a eu ça, puis on a eu justement une personne qui est réservée pour la nuit avec sa conjointe et qui sont jamais venus et on n'a jamais eu de nouvelles.
Ah d'accord, OK, et ça a été payé et vous avez jamais eu de Oui. commentaires? Ça a été payé, on a demandé, on a relancé. Bon après, bon ça a été payé, rien n'a bougé, bah, très bien. OK, 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 ouais, ouais, et est-ce que justement tu en as des fois qui sont un petit peu intrusifs, que comme entre guillemets, bah, c'est plus facile pour eux d'avoir le propriétaire? Est-ce que tu en as qui viennent te voir en mode: «Ah beh, la clim est trop chaude, le chauffage est trop froid, l'eau n'est pas assez chaude», ou des trucs comme ça, ou pas? Ou Oui. ça va, les gens Bah sont plutôt respectueux dans l'ensemble? non, alors franchement les 3 quarts c'est très respectueux, OK. mais certains franchement en une seule nuit, ils vont mettre un bazar dans la chambre. On se demande OK. comment ils font, mais ça arrive qu'ils viennent nous voir pour la télé, pour allumer, certains trucs sur la télé, Amazon, les OK. applications comme ça. OK. Ouais, parce que nous, ça nous est arrivé justement vu qu'on a mis en location les Airbnb là pour les premières nuits il y a pas longtemps. On a eu le truc des voyageurs qui voulaient absolument regarder TF1, et c'est vrai que nous du coup, on en parlait en off tout à l'heure, qu'on avait pris notre ancienne télé, que du coup on a mis dans le Airbnb pour qu'il y ait un beau écran plat, et le truc c'est que, bah, on a mis Netflix parce que nous, je pense on raisonne aujourd'hui, les gens ce qu'ils regardent c'est Netflix pour voir une série, regarder un film, et cetera, et c'est vrai qu'on a le couple de voyageurs qui nous ont fait toute une histoire parce qu'ils pouvaient pas regarder TF1, et c'est vrai que du coup, bon, maintenant on a ajouté un boîtier TNT, mais sur le moment, on était là en mode: «Bah, vraiment désolé, mais on n'a pas de solution pour vous, quoi». Ah c'est sûr, c'est peut-être embêtant pour certains quoi, ouais, ouais. Ouais, donc OK, 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 et du coup, 2e OP, du coup, c'est le gîte sur votre maison. D'ailleurs, ça, du coup, c'est votre ancienne RP en Bourgogne que, du coup, vous n'avez plus aujourd'hui, si j'ai bien suivi? Ouais, c'est ça. Donc du coup, bah, pour faire court, moi j'ai demandé une mutation, à côté de Nice. OK, Du coup, j'ai été accepté, donc on a vendu notre RP. Alors on l'a vendu par agence. Limite c'est notre plus grosse erreur finalement, pour nous, OK, hein. Parce qu'on a vendu notre FP par agence, elle a été vendue en 2 jours, ça a été très, très rapide et l'agence, nous avait dit un certain prix, c'était 215 000, ils en voulaient, voilà, ils l'estimaient à 215 000 € oui, et pour nous, vu ce qu'on voyait autour, on se disait 250 000 € OK, et du coup, finalement, on a eu raison de pousser parce qu'on a vraiment vendu 250 000 € et ils ont pris les honoraires qui allaient avec, hein. Voilà. OK, Mais OK. on aurait su, peut-être on aurait fait en direct. Oui, Voilà, bah, c'est ce que je conseille, hein, surtout sur une RP entre guillemets, si tu connais bien le bien, bon, enfin, c'est toujours pareil, quand on est comme ça dans l'immobilier, qu'on s'y connaît un petit peu, qu'on a déjà acheté, vendu, fait des travaux, des choses comme ça, en soi, on peut très bien faire le job d'agent immobilier, de vendre bah, son propre bien. Je dirais après, c'est plus une question de temps, ou si on n'est plus dans la région, tu vois? Là, ça peut être plus c'est difficile. ça. Nous, on était un petit peu pris par le temps, on voulait se dépêcher, mais après coup, on s'est dit: «On ce serait à refaire, on ferait pas comme ça, on la vendrait par nous-mêmes». On prendrait Oui, peut-être plus de temps, mais ouais, on ferait peut-être appel à un photographe professionnel, tout ça, pour mettre en valeur la maison, tout à mais fait. on passerait pas par agence. Honnêtement, on le ferait pas. Bah, surtout sur une RP, parce qu'en plus d'un point de vue fiscal, autant sur, un bien locatif, comme tu peux avoir une problématique de plus-value en fonction de combien de temps depuis combien de temps tu détiens le bien, bah, naturellement tes frais d'agence sont déductibles de ton prix, enfin ça devient «une charge» entre guillemets, donc, ou alors tu n'es imposé que sur ton net, donc bon, tu récupères déjà, une partie en impôts, mais c'est vrai que sur ta RP où finalement tu as exo sur la plus-value, tu as tout intérêt à essayer de récupérer le plus gros billet possible là-dessus, quoi. Tout à fait, c'est ça, bien sûr, on est OK. d'accord. Donc du coup, après vous partez, du coup, vers Cannes, et vous rachetez une RP d'abord? Alors déjà, moi je suis venu 3 mois pour faire 3 mois d'essai pour le travail. Oui. OK, Donc ça nous plaisait, pas de souci, hein. De toute façon, on avait ça en tête depuis des années, de venir dans le sud de la France, bah, bah, honnêtement pour le climat et puis pour la mer, hein. OK, Heu et ben, on savait que ça allait être dur à acheter ici. Mais on s'est dit: «On aimerait», en fait, on n'a jamais vécu en appartement et on a dit: «On essaiera de trouver dans tous les cas même une maison à rénover, une petite maison». OK, Donc on a commencé par 9 mois dans un appartement, dans un bas de OK, villa. C'était sympathique et en attendant, on essaie de chercher une maison, et là, on est tombé sur cette maison, sur cette petite pépite, hein, en bord de mer, à 400 mètres de la mer. ah, c'est génial ça. Ouais, franchement, on est à côté, c'est vraiment trop bien pour les enfants, pour aller à la plage, c'est l'idéal. On l'a visité, c'était une vente en direct, sans passer par agence. Donc OK, forcément, ça nous a évité les frais d'agence, OK, parce que sinon, ça payait, ouais, c'était quoi? 40 000 €, hein, frais d'agence. Parce que le montant ici les mètres carrés, ici, c'est estimé entre 5 et 6 000 € le mètre carré OK. et en Bourgogne, on était plus vers du 1 500 € le mètre carré. Ah oui, ça fait une différence en effet.
Donc en fait, c'était un petit peu short quand même. Ouais, ouais, j'imagine, j'imagine. Donc Parce que ce qui du nous coup là, vous avez, en termes de superficie, vous aviez combien sur la RP en Bourgogne et combien vous avez sur la RP, du coup, dans le sud de la France? Alors en Bourgogne, on avait, 100 m² OK. habitables plus les 35 m² de De gîte d'échelon? OK, et puis là, bah, on a 80-85 m² habitables. OK, On a perdu un petit peu, on oui, a beaucoup moins de terrain, OK, mais tout est beaucoup plus cher, hein. Comme je disais, la maison, on l'a vendue, 250 000 € oui, dans notre poche en Bourgogne et ici, cette maison, on l'a achetée 480 000 €. OK, je suis pas étonné, c'est ce que j'avais en tête, si tu m'avais fait deviner, je t'aurais dit dans les 500 000. OK, Ouais. OK, OK. Donc en fait, un gros voilà, une grosse différence et en fait, la chance qu'on avait, c'est quand même qu'on ait fait cet 1er investissement locatif, la maison familiale. C'est ça qui nous a un peu sauvés parce que le crédit, la plus-value, pardon, de notre résidence principale en Bourgogne, avec la plus-value, on a eu quand même 100 000 € de plus-value. OK, On a pu réinjecter dans le reste du crédit du locatif. OK, Comme ça, on n'avait plus d'emprunt sur le locatif. C'est ce que la banque voulait, hein. OK, Et donc ils ont fait leurs calculs avec nos revenus plus, le la mensualité du locatif en Bourgogne. Ça nous a permis de pouvoir acheter ici notre résidence principale, voilà. OK. D'accord, c'est la bascule qui a eu ça. Donc du coup, au moins ça permet que maintenant, le locatif en Bourgogne est 100 payé Oui, c'est ça. et du coup vous avez la résidence principale ici avec le gîte. Est-ce que le du coup le Airbnb permet de payer, la totalité de leur mensualité ou une partie? En termes de chiffres, tu as combien à peu près là-dessus? Ah non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est un petit Airbnb, c'est vraiment comme une chambre. OK, C'est, voilà, c'est une chambre avec forcément le toilette, la douche, voilà. ouais, Mais OK. il y a on va dire, ils ont accès à l'extérieur, mais ça représente par nuit dans notre poche 50 € par nuit. D'accord, OK, Oui. OK, Donc en fait, honnêtement, c'est pas du tout ça, qui va nous payer notre, mensualité de la maison. OK, C'est vraiment un plus, ça nous paye des charges, voilà, tout simplement. d'accord. Ça nous paye au moins l'électricité et l'eau. OK. Parce que là, le crédit de la maison, j'imagine, tu vas être quoi 1 000-1 200 par mois, quelque chose comme ça, si tu avais Et réinjecté une non. partie? Beh non, 1 800 € par mois, Ah quand même, OK, OK. quand même, sur 20 ans Sur 20 ans, OK. et en ayant payé les frais de notaire, de nous-mêmes, voilà. D'accord, OK, OK, OK. Et du coup, le petit Airbnb doit faire quoi? Il doit faire, je dirais 800 € par mois dans votre poche, quelque chose comme ça? Oh non, à peine, entre 400 et 500 €, hein. 400 à 500 €. OK, Voilà, OK, d'accord. c'est vraiment une petite chambre, hein. Donc Oui, c'est pas comme un appartement où on a une cuisine. Les oui, gens sont vraiment 2 passages, donc ça attire bien moins. OK, 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 OK. Voilà. Bon après c'est toujours un plus, hein, dans tous les cas, Oui, c'est c'est toujours un plus. Alors là-bas, c'était pas pour ça. On s'était dit: «C'était plus pour la famille, les amis, qui veulent venir nous voir» et puis on a oui, dit: «Bah, finalement, on va s'en servir comme Airbnb» oui, et ça fonctionne plutôt bien. Oui, oui, plutôt OK, bien. OK, tant mieux. Et après, est-ce qu'il y a encore eu des opérations IMO? Oui, bah, justement, là, on va dire, on va arriver à l'essentiel. OK, Heu, du coup, moi, j'ai fait une formation de marchand de biens. d'accord, Ça bon, oui, j'ai trouvé que c'était un petit peu une erreur parce que j'ai payé 4 000 € pour une formation, en ligne, OK. heu, qui m'a pas apporté grand chose honnêtement. Par rapport à ce que tu savais déjà sur l'IMO? Ouais, par rapport à ce que je savais déjà et puis, par rapport à ce qu'ils auraient dû me donner par la suite. Ils auraient dû me donner des opérations, mais ça s'est pas fait. Donc OK, j'ai trouvé que c'était un petit peu du pipeau tout ça, OK, malheureusement. OK. Bah, Et du coup, j'ai malheureusement, pas c'est vrai que je rencontre souvent des gens qui sont un peu déçus des formations en ligne sur l'IMO, bah, oui, c'était tout en ligne, j'ai eu personne en physique, OK. heu, donc non, j'ai pas trouvé ça, ça m'a rien apporté honnêtement. Tu avais un Et du accompagnement même avec? comment? Tu avais un accompagnement avec la formation? Oui, un accompagnement, un coach, mais forcément c'était un coach, en ligne et c'était OK, pas non, c'était pas très sérieux, j'ai trouvé. OK, Mais je me suis dit: «Je vais pas me laisser abattre, oui, on va tout faire pour réinvestir en Bourgogne». OK, Du coup, vu que notre taux d'endettement, il était forcément au-dessus des 35 en nom propre, oui, on est même actuellement à 40 hein. Et OK, heureusement, on n'a qu'un prêt, un prêt IMO, hein. oui. Heu, Ouais, après de l'ARP, donc déjà, c'était plus même si vous étiez au-delà des fameux 35, c'est plus facile quand c'est un prêt RP, la banque, elle peut faire ce qu'on appelle une dérogation plus tout facilement à que sur fait. du locatif. Ouais, c'est ce qui s'est passé, ils ont fait une dérogation, tout à fait, c'est ça. Et du OK, coup, je me suis dit: «Bah, comment on peut faire? Avec quel levier, pour réinvestir?»
toujours en Bourgogne parce que cette région, je connais les artisans, je connais quelques agents immobiliers et du coup, on a décidé en cherchant un petit peu, hein, surtout sur les vidéos YouTube, tout ça Oui, et vos podcasts, tout ça quoi. gentil. Voilà et bah, ça nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit: «Bah, pourquoi on ferait pas une SCI OK. à l'IS, à l'impôt sur les sociétés?» dans notre cas et du coup, on a créé ça va faire un an maintenant qu'on a créé notre SCI à l'IS. D'accord, OK. Avec laquelle tu as refait d'autres investissements en Bourgogne, du coup? Voilà, c'est ça. OK. Donc on a fait 3 investissements en un an. D'accord, OK, franchement, c'est bien 3 investissements en un an, ça fait déjà un sacré rythme, hein? Ouais, ouais, c'est vrai qu'on voilà, on perd pas de temps en fait, parce que notre objectif, c'est de, bah, on va dire de vivre dans de nos rentes, hein, Oui. petit à petit, de lâcher nos travails respectifs, tout doucement quoi, voilà OK, et OK. d'être en fait libre financièrement, hein. OK. Tu as déjà un plan là-dessus en termes de timing ou pour l'instant tu es plutôt dans la construction déjà de la stratégie? Est-ce que tu t'es déjà dit combien il me faudrait pour pouvoir, en termes de cash flow pour pouvoir quitter mon job? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là ou pas? Oui, 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 bien sûr, je me suis déjà posé cette question, heu et je me dis que, allez, d'ici peut-être 10 ans maximum, on OK, pourra arriver à notre objectif et je l'espère. OK. On l'espère. Franchement 10 ans, moi, ça me paraît très raisonnable, hein. Pour moi, 10 ans, c'est vraiment le timing, je vois pas comment, à moins de faire une très grave erreur au bout d'un moment ou se décourager avant, je vois pas comment ne pas y arriver en 10 ans. Parce que 10 ans, en fait, on se rend pas compte, mais c'est très long, c'est très, très long. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et c'est souvent ce que je dis, c'est que même si on fait les premières opérations au début, où on n'a pas forcément l'impression que c'est avec ça qu'on pourra quitter son travail au bout d'un moment, en fait, on évolue, on fait des opérations de plus en plus grosses, de plus en plus rentables, on rencontre de plus en plus, de gens qui nous permettent justement d'avoir un écosystème favorable justement à des bonnes opérations immobilières et c'est pour ça que, 10 ans, c'est parfaitement viable. C'est ça et puis il faut savoir que dans notre SCI, on a inclus nos enfants, nos 2 enfants. Chacun ont OK. une part dans la société et OK. comme ça pour la transmission, ce sera un peu plus simple, quoi. D'accord, OK, ouais, c'est bien comme ça, moi, c'est déjà optimisé, là-dessus. Voilà, on a pensé à eux aussi, bien sûr, ouais. Et pourquoi ce choix de faire des investissements que en Bourgogne? Parce que maintenant, étant donné que tu vis dans le sud de la France, il y a des opérations aussi, des coups à faire dans le sud de la France, donc pourquoi Bah forcément oui, bien Bourgogne? sûr, on peut ouais, c'est sûr, mais alors, j'ai regardé, dans mon secteur, ça tape tout de suite à des 500 000 – 600 000 € si on veut des immeubles de rapport à peu OK, près corrects. Mais vu les mensualités de prêt et vu les loyers, finalement, j'ai pas trouvé l'équilibre. Heu, ça se paye, on va dire, ça fait opération blanche, mais pour avoir du cash flow, pour moi, c'est un petit peu trop limite, c'est trop de contraintes. OK, Et vu que je suis pas encore très à l'aise dans la région, je préfère me consacrer en Bourgogne. On y va de temps en temps, on connaît. OK. Le kilomètre carré, ça n'a rien à voir. C'est sûr, On oui. on peut avoir un immeuble de rapport à 100 000 € avec, 2 voire 3 appartements dedans. Il Donc y a Dijon qui est cher quand même, hein. Je sais pas si tu avais déjà regardé sur Dijon, enfin, je sais pas si en Bourgogne tu étais oui, proche de Dijon ou pas, mais j'ai déjà un investisseur qui a regardé sur Dijon et c'est vrai que j'ai été effaré des prix. Je trouve que c'est hors de prix pour une ville que moi, dans ma tête, bon, Dijon, voilà, je veux pas s'il y a des gens qui viennent de Dijon, qui écoutent ce podcast, c'est pas pour les vexer, mais voilà, pour moi, c'est une ville qui est pas voilà, je vois rien de oui. spécial qui me justifie que ça soit cher et j'ai trouvé que les prix étaient très chers par rapport à ce à quoi ça se louait, quoi. Ouais, c'est vrai que Dijon, c'est la partie Côte d'Or et du Ouais, coup, c'est quand même un peu plus cher. Moi, c'est plutôt la partie Saône-et-Loire. OK, Plutôt côté ouvrière, hein, la zone ouvrière plutôt et en OK, fait, dans un secteur en particulier, j'investis, parce qu'en fait, c'est en train de se développer. Il y a des industries qui sont en train de s'installer. Ils sont en train d'embaucher dans des grandes entreprises comme Alstom, OK. Framatome. Donc il y a pas mal de demandes, en locatif quoi, dans ce secteur. OK, OK. Saône-et-Loire, si je dois le placer sur une carte, ça doit être quoi? Du côté de ce qui doit être Mâcon, ce que ou ça doit être un peu plus au nord? Oui, mais on va dire à côté de Chalon-sur-Saône, aux alentours de Chalon-sur-Saône. OK, OK, OK. Ça marche, Voilà. je vois où c'est. Bah, c'est vraiment bien placé, hein, parce que c'est sur l'axe, Lyon-Paris. Oui. Justement, je suis pas étonné qu'il y ait des entreprises qui s'installent, parce qu'il y a pas mal de fleuves dans la région. C'est là où tu as les réacteurs nucléaires qui sont proches et tout, donc c'est pas mal. C'est une région qui est porteuse et c'est là où il y a de l'emploi. C'est vrai qu'honnêtement, toute la vallée de la Saône et le Rhône, à peu près, qui va plus loin dans le sud, honnêtement, pour moi, ça fait partie des régions en France où, tu, trouves du travail et où naturellement, beh, quand tu fais de l'investissement immobilier, ça va, être bénéfique, à la qualité des locataires que tu pourras avoir par rapport
aura Oui. beaucoup de zones où malheureusement les locataires sont souvent des gens qui vont être sans emploi ou dans des difficultés pour trouver de l'emploi. Tu es dans des endroits là où finalement tu auras, des travailleurs qui déménagent ou des gens juste qui pour l'instant n'ont pas encore pu acheter leur RP mais travaillent, ont juste besoin de se loger. Ouais, c'est ça et puis en plus, on a vraiment à côté d'une grande gare TGV. OK, Donc, il y a pas mal de gens qui vont travailler facilement à Paris, à 1h15 de Paris ou à OK. 40 minutes de Lyon et qui viennent à la campagne dans le secteur où j'investis, on va dire. D'accord, OK, OK, ouais et du coup en termes d'investissement, tu avais dit 3 OP en un an, ça a été quoi à peu près comme OP? Alors, bah, là, déjà la première opération, c'est un immeuble de rapport de 2 appartements qui étaient déjà loués, OK, qui était à la vente, mais en fait sur la plateforme Squarimo, oui, la plateforme, style les enchères. OK, Donc j'avais fait une enchère, j'avais vu l'agent immobilier, j'avais fait une visite. Ça me plaisait bien, il y avait des travaux, mais ça me plaisait bien, mais il y avait déjà des locataires dedans. J'ai fait une offre, c'est pas du tout passé. Il y a d'autres, investisseurs qui sont passés derrière moi, qui ont mis des offres bien plus hautes. Mais en fait, ces investisseurs-là, ils avaient pas visité le logement. C'était plus pour, on va dire, ils se sont amusés, quoi. Ils se sont OK, amusés à enchérir et du coup, moi, j'avais laissé tomber sur le coup. Et l'agent immobilier me rappelle 2 à 3 semaines après, en me disant: «Bah, si tu veux Loïc, heu, on a toujours cet immeuble, qui est à la vente». Parce que finalement, ça s'est pas concrétisé avec les autres OK, investisseurs, qui avaient soi-disant mis un peu plus. Bah, j'ai dit: «Allez, moi je suis partant», donc on a refait une visite et puis j'ai refait ma proposition et c'est passé. Donc ça, c'est OK, le premier investissement avec 2 locataires déjà en place depuis quelques années. d'accord. C'est pas honnêtement, je l'ai pas acheté cher, je l'ai acheté 64 000 € Ah oui, pour 2 apparts, c'est pas mal, ouais. pour 2 appartements. Faut savoir qu'il y avait quand même un bon bout de toiture à faire, j'en ai eu pour 4 000 €, OK, heu et l'appartement du bas, quand la personne sera partie, il sera entièrement à refaire, hein. OK, Parce que donc tu as quoi? Tu as un rez-de-chaussée, un premier étage, c'est des petits T2 j'imagine ou des studios? alors il y a un T2 en bas, il fait, 46 carrés OK. et au-dessus, ça fait quand même 80 carrés. Ah quand même, OK, oui, Quand même. j'imaginais des petits apparts du coup. OK, non, donc 80 Voilà. m², en duplex, j'imagine? Non, c'est les 2 sont de plein-pied, mais ils sont un petit peu, comment on peut dire, désaxés l'un de l'autre parce qu'à l'étage, on est, on va dire, de plain-pied sur un petit terrain. Ah, c'est un terrain en pente du coup, j'imagine? Voilà, c'est ça, OK, tout à OK, fait, OK. ouais. Donc c'est C'est pas une opération à l'instant T, c'est rentable, j'ai un petit peu de cash flow, mais le jour où les locataires vont partir, je vais pouvoir augmenter ce loyer parce qu'en fait, l'ancien propriétaire, a fait une convention ANA, donc avec des loyers modérés. ouais, je vois bien. Donc on c'est modéré, je peux pas les toucher, donc c'est pas cher vu ce qu'ils ont en superficie. Donc j'ai dit: «C'est pas grave, je prends quand même si j'ai un tout petit cash flow, mais je sais que le jour où ils vont partir, où je ferai un petit peu de travaux, là pour le coup, ça va être sympa, j'aurai un plus gros cash flow, quoi». C'est mon objectif. OK, OK, je vois bien. OK. Bah, ça Voilà, tu j'ai donne l'idée. ça me fait rebondir parce que justement, si on peut faire un petit point là-dessus, mais c'est vrai que tout ce qui est, convention ANA, loi de défiscalisation et cetera, j'ai toujours remarqué que même si en théorie les investisseurs immobiliers qui vont faire ça, bah, la sensation de moins payer d'impôts et cetera, d'avoir fait une bonne affaire là-dessus, à la fin des fins, ils revendent toujours à la casse parce que justement, tu vas garder pendant longtemps ces locataires qui ont bénéficié d'un loyer plafonné et qui du coup n'ont aucun intérêt à partir et ça va permettre de faire des bonnes affaires pour l'investisseur qui passera derrière et qui le rachètera, quoi. Donc en Ouais, réalité, c'est souvent ouais, les investisseurs immobiliers rentables, ils font des bonnes affaires justement sur, ceux qui ont, fait des conventions ANA, des choses comme ça, parce que ça fait partie des questions, en fait, c'est un petit point là-dessus, mais ça fait partie des questions qu'on reçoit souvent, en DM et cetera. «Ah, qu'est-ce que tu penses du de Normandie? Qu'est-ce que tu penses du Pinel? Qu'est-ce que tu penses?» Bon, ouais. le Pinel, je l'ai un peu moins parce qu'on l'a tellement, démonté sur le podcast que du coup, maintenant, on n'a plus trop la question, mais voilà, tout ce qui est convention ANA, moi, de manière générale, je dis toujours: «Quand vous recevez une subvention de l'État, soit c'est une subvention franche, ça peut arriver, hein, les mairies des fois peuvent donner une subvention pour un ravalement de façade. En général, c'est pas conditionné à grand chose à part d'avoir fait des travaux. Mais dès que vous avez des conventions de travaux qui vont vous dire, l'État vous finance une partie des travaux, mais par contre vous plafonnez votre loyer, vous devez choisir un locataire de tel niveau de revenu ou alors vous avez telle condition de louer en nu, machin truc. Franchement, en général, moi, je dis toujours aux investisseurs, ça vaut pas le coup parce qu'à la sortie, vous le payerez toujours et ça sera Tout justement à un fait. investisseur rentable qui vous rachètera le bien derrière, quoi. Mais c'est ça en fait, hein, réellement c'est ça, hein, parce que ça Ouais. a permis de faire des travaux un peu énergétiques dans les 2 logements, très bien, mais par contre les loyers modérés,
Ouais, Bah, peut-être que l'ancien propriétaire, je dis pas, peut-être qu'en fait, c'était déjà tout payé, peut-être que son bien était payé, il avait plus d'emprunt dessus. Donc pour lui, éventuellement, ça pouvait être sympa. oui, Mais voilà, à la revente, il l'a vendu vraiment, pas cher du tout et moi, je reprends ça avec donc il y a plus les conventions, ça a été annulé, on va dire, ça a pris fin quand j'ai acheté 2 mois après. Donc tant qu'ils sont dedans, je ne dois rien toucher forcément en loyer. Mais le jour où ils vont partir, je referai des nouveaux baux et là, directement. avec des loyers plus intéressants pour moi, quoi. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. OK, Voilà, c'est l'objectif, voilà. OK. Et juste, je fais un petit point dessus parce que tu as parlé de vente aux enchères tout à l'heure. Si j'ai bien compris, c'était une vente interactive avec un agent immobilier du coup? Oui, c'est ça, un OK, agent de chez Orpea, chez Orpi. OK. qui c'est lui qui s'occupait de cette vente interactive avec Squarimo sur le site. J'en profite, hein, pour pareil les investisseurs qui écoutent parce qu'on m'a posé la question justement il y a cette semaine ou semaine dernière, sur les ventes aux enchères, les ventes interactives. La vraie vente aux ce qu'on appelle la vraie vente aux enchères en général, c'est quand vous allez au tribunal, donc vous devez vous faire représenter par un avocat en France. C'est pas comme aux États-Unis où tout le monde peut y aller, donc c'est pour ça que les vraies ventes aux enchères en général pour les investisseurs immobiliers, c'est souvent, un peu compliqué, quand on démarre de pouvoir y aller parce que vous ne pourrez pas bénéficier, d'une condition suspensive d'obtention de prêt parce qu'en fait, une fois que le tribunal vous adjuge, un bien immobilier, beh, vous êtes obligé d'acheter. En revanche, toi, ce que tu as eu, c'est la vente interactive, donc c'est Oui. plutôt un agent immobilier qui organise une fausse vente aux enchères juridiques. C'est simplement, entre guillemets, il met le bien avec un prix bas pour, faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui, s'intéressent au bien et le but, c'est d'essayer de tirer son épingle pour sortir la meilleure offre vis-à-vis du propriétaire. L'avantage que ça a, c'est que personne n'est engagé dans son offre. Autant le vendeur peut refuser la meilleure offre si, la personne qui l'a faite ne lui convient pas et à l'inverse, ceux qui ont fait les offres, toi, par exemple, ton offre, tu étais pas obligé d'acheter, c'est juste que tu avais fait une offre qui valait le coup, si elle était acceptée, donc c'est pour ça que tu as acheté le bien, mais ça restait une vraie transaction IMO avec signature chez le notaire, conditions suspensives d'obtention de prêt, donc tu étais bien protégé là-dessus. Ouais, c'est ça et c'est vrai que même moi, j'ai été étonné parce que j'ai juste, mis ma carte d'identité, deux Oui. trois infos et j'ai pu, on va dire faire mon enchère, quoi. Ouais, Donc c'est direct. pour ça que d'autres personnes ont fait des enchères dans le vide, ça a Oui. pas abouti et voilà, quoi. Mais je connaissais pas ce système, c'était la première fois et c'est ma première opération, voilà. Ouais, c'est plutôt rare, hein, les ventes interactives, on voit pas ça souvent. C'est vraiment sur des biens en général, c'est soit un vendeur qui est très pressé, donc il a besoin d'avoir des offres tout de suite, soit ça peut arriver dans un cas où le bien, il a été par exemple à la vente depuis 6 mois, il y a pas eu trop de visites et du coup on organise une vente interactive. C'est l'agence qui va proposer ça pour justement mettre un prix bas et susciter de l'engouement, dessus. Ouais. OK et du coup, deuxième opération dans la foulée, j'imagine? Ouais, c'est ça, bah, dans la foulée, on avait terminé cette opération, Oui, on a visité une maison. Alors pareil, une petite histoire, donc on a trouvé cette maison, pareil sur Le Bon Coin avec une agence. J'ai appelé l'agent, j'ai dit: «J'étais intéressé». Il me dit: «Bah, excusez-moi, mais en fait, normalement, elle est vendue. Il y a 2 couples de jeunes qui sont vraiment positionnés dessus, on attend des artisans». Bon, bah, très bien, donc j'ai laissé tomber, j'ai continué mes recherches et puis je vois que 15 jours, 3 semaines après, elle était toujours en ligne. Bon, je rappelle. Il me dit: «Non, non, mais excusez-moi, mais, là, les artisans sont passés, ils font le devis, ils vont signer le compromis bientôt, ça va se faire». Bon, OK. d'accord. Je rate encore un petit peu, je vois qu'il y a encore cette maison, bah, j'y mets quand même, je vais un petit peu insister. Donc j'insiste, je rappelle, il me dit: «Bah, vous êtes toujours intéressé?» Et je lui dis: «Oui, oui, oui». Il me dit: «Bah, oui, en fait, ça s'est pas vendu, parce que le plan de financement des 2 jeunes couples c'était pas correct». Donc on a visité, ça m'a bien plu parce que c'était quand même, récemment rénové. C'était un couple, bah, malheureusement qui divorçait, donc qui voulait s'en débarrasser rapidement. Donc j'ai fait une offre, elle a été affichée à 99 000 € pour 63 mètres carrés. OK, Il y avait juste une cuisine à poser, c'est tout. J'ai fait une offre à 75 000 €. OK. Le vendeur a dit: «Non, non, non, moi c'est 76 000, sinon rien». Alors je me suis dit: «Bon, bah, pour 1 000 € de plus, Ouais, pour 1 000 on €, va ouais, pas c'est on va pas cracher dessus». c'est sûr. Et du coup, on a fait l'offre à 76 000 et du coup, on l'a eu, quoi. OK, donc une belle négo de 25 quasiment, Mmh, c'était sympa, ouais. OK. OK, Et OK. puis en plus, on a installé de nous-mêmes une cuisine, on Oui, va dire les joints de la douche, deux trois bricoles et on OK, l'a mis en location. Franchement, 15 jours après, elle était louée, très rapidement, OK et tu l'as loué combien? hein. Donc celle-ci, actuellement, on est à 650 € par mois.
OK, c'est bien, ça te fait un 10 tout pile à peu près, je pense, quelque chose comme Ouais, à ça? peu près, c'est ça. OK. OK, Ouais, OK. ouais. Donc on est voilà, c'est une belle petite opération aussi, ouais. OK et la troisième, un peu Et la similaire du coup? 3e, jamais 203. Oui. Du coup, la 3e, là, on vient de finir, le 3e, les travaux, bah, samedi dernier, c'est tout OK, frais. super. Du coup, c'est un immeuble, composé de 2 appartements de 80 carrés OK, avec un garage en indépendamment du sur le terrain quoi, hein, qui est vraiment pas attaché. Un grand garage de 60 carrés avec 60 carrés de grenier. Donc c'est pareil ça, on l'a acheté, il était affiché, à 125 000. On a négocié, on l'a eu à 105 000 €. OK, bien, encore une belle négo dessus, Voilà. c'est bien c'est bien que tu parles à chaque fois des négociations que tu as fait parce que c'est souvent ce que je dis dans l'immobilier, là où on fait de la rentabilité et là où on gagne de l'argent, c'est sur la négo, hein et il faut pas avoir peur de faire des bonnes négos comme tu le fais et la preuve, c'est que ça fonctionne, quoi. Et c'est vrai que vous en parlez vous quand même régulièrement et c'est Ouais, d'insister là-dessus parce que les gens ont quand même peur de négocier, mais en fait, tout à fait. faut visiter, faut faire ses calculs en amont bien sûr et puis se donner un tarif plancher et dire: Oui, «Allez, moi je donne ça, qu'est-ce que vous en pensez?» On peut parler et puis après ça mord ou ça mord pas quoi, hein, tout tout à fait, simplement. tout à fait. Donc on a acheté ça avec, un prêt de 5 000 € de travaux. Du coup, on a un logement, le logement du rez-de-chaussée, il est loué. C'est un couple de OK, retraités, ça fait 10 ans qu'ils sont dedans, ça se passe très bien. Et puis à l'étage, on a rénové, on va dire 80 carrés, le sol, les murs, les peintures, papier peint. Voilà, et il a fallu installer une VMC Hygro. Alors ça, très important pour ceux qui nous écoutent. OK. La VMC Hygro, Hygro B, très important pour le DPE, pour augmenter la note du DPE. Mais il paraît qu'on peut Parce gagner jusqu'à 2 lettres avec, hein, j'ai pas encore eu besoin d'en poser une, mais c'est vrai que j'ai pas mal regardé aussi, dessus. Eh bah, franchement, ça change beaucoup parce que moi j'ai eu les DPE, les 2 logements sont en E et moi je Oui, veux absolument que mes logements soient en D oui, pour être tranquille, on va dire, la comme revente et cetera. voilà, par rapport à 2034, tout le monde devrait être en D, donc j'ai appelé un diagnostiqueur, je lui ai demandé ce qu'il fallait faire parce que par rapport à au DPE, ils disent d'isoler les murs par l'extérieur, tout ça. Moi, je suis pas fan d'isoler par l'extérieur. Moi non plus. Bon, il y a d'autres, il y a d'autres alternatives. Donc l'alternative là, c'était d'installer une VMC hygro variable, OK, bien hygro variable de type B, parce que là, il y avait pas du tout de VMC et d'isoler les combles par soufflage OK. et rien qu'en faisant ça, je passe tout de suite à la lettre D. OK. Je suis pas étonné, je pense peut-être même que juste avec la VMC sans, isolation des combles, ça aurait suffi. Bah, enfin, je sais pas, ça dépend si tu étais Ah, haut ou bas dans la classe E parce que non, c'est pour ça, il fallait quand même isoler les combles et dans tous les cas, il y avait des rouleaux de laine bien abîmés, donc il fallait quand d'accord, même isoler, hein. Il fallait OK. faire les choses bien, ouais, ouais. OK, OK. Parce que c'est vrai que souvent la VMC, c'est que quand il y a un logement qui n'a pas de VMC, en fait, il y a un malus qui est appliqué sur le DPE parce qu'en fait, l'aération, elle est calculée par ouverture des fenêtres. Donc il y a un coefficient, moi je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est un peu technique, mais il y a un coefficient qui vient dire qu'en gros, bah, pour aérer, vous ouvrez la fenêtre et que comme vous ouvrez la fenêtre, la chaleur sort et que du coup, vous consommez plus pour, chauffer les mètres carrés. Voilà, on peut Ouais. juger de la justesse ou pas de ce système, mais c'est évident que du coup, quand tu mets une VMC et justement une Nigro B, ça permet d'améliorer, notablement la note de ce point de vue-là et de plus avoir le malus pour l'ouverture des fenêtres. Tout à fait, c'est fou alors qu'on se dit: «C'est pas quelque chose qui isole», Ouais, mais ça fait monter la note, et puis même pour l'humidité, pour le recyclage de l'air, oui, c'est très bien, quoi. oui. Mais moi honnêtement, je mets un point hyper important aujourd'hui, hein, sur les VMC, sur tous les logements, plus ou moins l'ennemi numéro un que tu ne veux pas dans tes logements, que tes locataires ne veulent pas, c'est la moisissure et le meilleur moyen de l'avoir, c'est d'avoir Mmh. de l'air qui se renouvelle et c'est pour ça que la VMC dans les pièces humides, en vrai, c'est très important. Ah, c'est très important et puis avoir les petites grilles sur les fenêtres, installées sur Pour les les fenêtres, fenêtres. tout à fait, tout à fait. Franchement, avec ça, on est pas mal. Il faut savoir aussi qu'on a le droit, même en SCI, à l'isolation des combles à 1 €. OK, Donc ça, c'est très intéressant parce que OK. moi, j'étais parti pour l'isolation, Classique. des rouleaux de laine, de faire moi-même et Oui. finalement, je me suis renseigné, même avec une SCI à l'IS, on a droit à l'isolation à 1 € des combles. Et ça existe encore du coup? Moi, j'avais entendu que ça existait plus l'isolation à 1 €. Donc ici, justement, ça va moi, d'ici une semaine, ils le font là, OK. donc c'est super, quoi. OK. Ouais, franchement, c'est top, hein, parce que tu vois, ça pour le coup, c'est bien que tu en parles. C'est vrai que même moi, je pensais que ça n'existait plus, puisqu'il y a eu tellement de fraude là-dedans Oui. que du coup, j'avais entendu qu'ils l'avaient supprimé, que ça fonctionnait plus, que maintenant c'était refondu dans MaPrimeRénov' et que c'était ce
qu'il fallait, enfin bon bref, c'est toujours la problématique, c'est que comme ils changent tout en permanence, je pensais que c'était plus possible donc c'est bien que tu en parles et même j'ai deux trois investisseurs en tête où je leur dirais que ça peut valoir le coup qu'ils regardent pour Ah oui, l'isolation oui, parce que tout j'ai à fait, souvent des faut pas sujets hésiter. sur des vieux immeubles, où les combles sont pas isolés et ça peut effectivement être Mmh. une bonne solution. C'est ça, ouais, ouais, c'était pas mal ça. Et puis OK. pareil, une petite, on va dire une petite astuce, comme les ballons d'eau chaude électriques, Oui, donc moi j'avais un ballon d'eau chaude, donc un Cumulus de 100 litres. oui. Donc 100 litres, c'est pas beaucoup, hein, parce que moi c'est un logement qui est plus pour 4 personnes, hein. 80 mètres Non, carrés, ouais, c'est ce que j'allais dire, 100 litres, c'est pas beaucoup. c'est ça. Donc j'avais pas d'autre place, je pouvais pas modifier l'installation, électrique ni plomberie. Donc j'ai trouvé une solution, en fait, c'est je remplace ce ballon d'eau chaude par un ballon, hybride. Et en OK, fait, dans le ballon hybride, il y a 2 cuves séparées. ouais, Il est chauffé un peu en permanence et les 100 litres permet d'être consommé par 4 personnes. OK, OK, Donc ouais, c'est ça remplace un ballon de 200 litres, quoi. Donc c'est une petite astuce qui est une on a petite fait l'essai parce qu'on a dormi sur place, pendant les travaux avec les enfants. On était 4 à prendre des douches et franchement, ça fonctionne très bien, quoi. bon, franchement, c'est top parce qu'effectivement, ça peut te permettre quand tu as une problématique de place et puis même en termes de c'est toujours la problématique, c'est qu'en général, moi, c combien de fois ça m'est arrivé de voir des ballons de 200 litres ou de 300 litres pour des T2, donc souvent quand je suis optimisé Oui. TPE, bah, tu le remplaces par un 80 litres ou un 100 litres, ça suffit en général pour une personne seule ou même, un couple sans enfant qui vivrait dans le logement et c'est vrai que c'est rare d'avoir le problème inverse, mais c'est vrai que si justement tu es en train d'améliorer ton DPE, si tu en mets un ballon plus grand, ça veut dire aussi augmenter ta consommation, donc dégrader ton DPE. Et effectivement, mettre le ballon dont tu as parlé, c'est une bonne solution justement Voilà, pour parce qu'en fait, on garde la même quantité de ouais, même litrage, donc on chauffe autant parce que l'ancien ballon a été branché en direct, pas ouais, sur le contacteur creuseur nuit et du coup, la LED de DPE ne bougera pas à cause de ça, quoi. Voilà. OK. OK, OK. Et du coup, pareil en termes de loyer, du coup 105 000, tu as fait pour combien de travaux à peu près en montant sur Bah, celui cin 5 000 € de travaux. OK, donc 110 et tu loues ça à combien pour les 2, enfin chaque appart et ou les 2 ensemble? Alors l'appartement qui est en bas, donc forcément, moi je reprends le bail qui est en cours avec le loyer actuel. OK, Heu, le loyer actuel, l'appartement du bas, il est à 470 €. OK, donc c'est pas cher, C'est pas cher vu voilà, parce qu'il y a quand même 80 carrés, c'est pas cher, mais ça va faire 10 ans qu'ils sont dedans les gens, donc ça a pas bougé. tout de Et du suite. coup, l'appartement du dessus, il va se louer, 580 € hors charge, donc OK, quand même un peu plus, mais par contre, il est rénové, quoi. OK, bon c'est bien déjà, ça fait, ça te fallait encore ton 10 sur l'opération, quoi. Ouais, c'est ça et en plus de ça, donc il y a le garage sur le côté de Oui, 60 carrés. Ça, j'ai réussi à lever parce qu'en fait, il était pas attribué aux locataires. Il était vide, il était OK, inutilisé ce garage, donc en fait, j'ai coupé l'eau et l'électricité qui venaient d'un des appartements pour le louer uniquement, sans eau ni électricité et j'ai réussi à le louer 120 € par mois. OK, franchement bien, 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 c'est toujours ça de prix en plus, en Oui, loyer. c'était pas forcément prévu, mais voilà, c'est toujours ça, ouais. C'est souvent ce que je dis, hein, honnêtement, tout ce qui est, moi j'appelle ça les surfaces annexes, tout ce qui est cave, garage, remise, grange, peu importe. Souvent, c'est intéressant sur comme ça, sur des biens immo, c'est souvent peu valorisé à l'achat, hein. Tu vas pas payer beaucoup plus cher un immeuble parce qu'il y a une cave ou un garage. Mais par contre, des fois, ça te fait ton 100 € de plus en renta ou ton 100 ou comme dans ton cas 120 €. C'est toujours ça de prix, c'est des fois ce qui va te faire ton cash flow ou doubler ton cash flow, hein, des fois sur une Ouais, OP. c'est ça. Tout à fait, ouais, nous, ça on va dire, ça nous double notre cash flow, quoi. OK. Pour l'anecdote, ce matin, je suis allé visiter parce que là, on va signer un immeuble dans pas très longtemps et il y a 4 garages au rez-de-chaussée, 2 appartements et j'étais en train de revoir un des garages qui a été vidé parce qu'il y a un des locataires qui l'a libéré avec l'agent immobilier et il y a quelqu'un qui Ouais. passe devant et qui nous demande si le garage est dispo et l'agent immobilier, il lui répond, lui dit: «Oui, il va être à la location, 180 € par mois» et le mec, il a dit: «OK, je prends». Ah bah, super. Ah super. Alors là, je m'attendais pas à le louer aussi vite. Ça, c'est la bonne surprise d'aujourd'hui. C'est L'agent sûr. immobilier, il m'avait fait un clin d'œil pendant parce qu'on était en train de j'étais en train de récupérer le numéro du monsieur qui passait par là. Mais c'est vrai que, ouais, en plus, on sous-estime souvent la demande qu'il peut y avoir sur les garages. Bon, là, dans Oui. notre cas, sur l'immeuble qu'on achète, je sais qu'il y avait une très grosse demande, mais en général, dans toute la France, tu arriveras toujours à louer un garage, après ça va se louer plus ou moins cher en fonction de la manière dont les gens ont besoin de place, mais dans les endroits très demandés, ouais, on n'imagine pas combien ça peut se louer.
Bah oui, parce que moi, j'ai été sceptique sur la location de ce garage justement. Je Ouais. pensais pas du tout à ce tarif-là et finalement ça en fait, j'ai créé avant de l'acheter, j'ai créé, on va dire, une fausse annonce Leboncoin Pour tester, tu pour as bien voir fait. voilà, pour tester un petit peu, et en fait, ça a mordu en très peu de temps et je me suis dit: «Bon, bah, ça va matcher, on va pouvoir le louer à côté» et du coup, c'est plutôt pour des gens qui veulent, mettre des voitures de collection, OK. de carton, voilà quoi. Tu aurais pu avoir aussi un artisan qui voulait mettre ses outils, qui voulait mettre son camion, quelque chose comme ça aurait pu arriver. Il y a un compteur, il y a les lettres ou pas dans le garage? Alors, bah, il y a l'électricité, mais justement, je l'ai coupé parce que, il faisait partie d'un des appartements de la maison à côté de l'immeuble. OK, OK. Donc pour qu'il y ait pas de souci, pas de Ouais. sous-compteur, j'ai préféré tout couper et je le loue sans eau ni électricité. D'accord, OK, OK. Bon, Voilà. après, ça permet pour du stockage quelqu'un qui a bien Oui, maintenant tout c'est le monde a plutôt des ça. batteries ou quoi, donc c'est pas gênant, quoi. C'est ça, ouais, ouais. OK, et ça, du coup, c'était la dernière opération en date que tu viens juste de terminer, là, en ce moment? C'est ça, on l'a terminé juste, il y a quelques jours, et l'annonce est en ligne. OK. J'ai déjà des demandes et des visites de programmées. Voilà. De programmer. C'est bien justement que tu parles des visites, ça me fait la transition. Comment tu gères du coup à distance? Parce que là, du coup, tu es dans le sud de la France, les investissements sont en Bourgogne, comment tu Et t'organises oui, là-dessus? c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet, on peut se poser la question, mais du coup, quand j'étais en Bourgogne, je pouvais gérer, ma maison familiale en direct. Mais maintenant qu'on a déménagé à 600 kilomètres, on est passé par une agence. OK, Jusqu'à maintenant, nos investissements sont gérés par une agence, mais ce dernier là qu'on vient de faire, on va le gérer de nous-mêmes. en direct. OK. Voilà, en direct parce que c'est quelque chose, d'assez simple et puis bon, alors honnêtement, vu les frais qu'ils nous prennent, on préfère les avoir dans notre poche. C'est ce que je comprends en général, Bon. c'est 7%, enfin 7-8 en général l'agence, que qu'elle Ouais, prend en c'est plus. du voilà, c'est 8 là exactement. Donc je me dis: «C'est toujours un billet presque, on va dire de 100 € pour les 2 appartements». Heu, je me dis: «Même s'il y a quelque chose qui n'allait pas là-bas, voilà, on peut faire intervenir des artisans de confiance, OK, j'ai un petit peu de famille, voilà». Mmh. OK, et tu utilises la même agence sur tous tes autres, biens? Oui, sur les on va dire les 3 autres, celui que j'ai en nom propre et les 2 autres de la SCI, oui, c'est la même agence. Parce que ça Et se ça se passe passe bien, bien? ça fait quelques années, ça se passe bien, ouais. OK, tant mieux, parce que tu vois, ça c'est souvent compliqué. On me demande souvent l'agence et cetera. Nous, on passe pas par agence, mais parce qu'en fait, on n'arrive pas à trouver des agences qui sont, comment dire? Juste professionnelles, hein, qui font les choses telles qu'on l'attendrait, enfin, tel qu'un client Oui. l'attendrait. Là, on a encore un cas, on a un seul immeuble qui est en agence, il a 4 heures de chez nous, et là, par exemple, on s'est rendu compte aujourd'hui que ça fait un mois qu'on a, des apparts qui sont vacants, ils ont toujours pas mis les annonces, quoi. Ouais, non, mais nous, franchement, ça se passe plutôt bien. Après, ils font tout le temps la relation entre nous et le locataire. Donc, ils nous posent la question: «Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait?» Voilà, c'est l'intermédiaire. OK, c'est intermédiaire, OK. Tu au moins ta tranquillité et ça permet à distance de pouvoir le Voilà, gérer. OK, c'est ça. Tout à fait. OK, OK. Bon, et j'imagine tu vas pas t'arrêter là, tu vas sans doute partir sur d'autres OP prochainement? Ouais, c'est ça, bah, je suis toujours à la recherche, je suis toujours en contact avec des agents immobiliers OK, du coin, du secteur et pareil, je recherche, même style, des immeubles de rapport ou des grosses maisons à diviser en lots en appartements. OK, et on n'a pas parlé de la banque du coup pour la SCI, c'est la banque qui a financé votre RP ou c'est une autre banque qui vous a accompagné là-dessus? Alors non, c'est la même banque qui nous a Mmh. financé notre RP avec un autre conseiller. On est passé par un conseiller professionnel, D'accord, qui est très réactif. Il a cru en nos projets. Il a vu que voilà, en fait, surtout il faut avoir, un dossier clair, oui, de savoir de quoi on parle, être quand même plutôt professionnel et puis avoir des comptes clairs, hein. Il y a pas OK, photo, hein. Il faut que ça soit OK, clair. Il faut montrer qu'il y a un petit peu de placement, comme et vous c le dites vous régulièrement, quoi. tout à fait, ce que je dis toujours, hein, pour la banque, il faut être professionnel, il faut être carré, et c'est comme ça que tu construis une relation avec ton banquier où il va savoir que tu comprends quelle est la problématique bancaire et qu'il va avoir envie de travailler avec toi là-dessus. Mmh, c'est ça. Et en termes de marque, c'est quelle banque du coup avec qui tu travailles? Alors c'est le Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, OK, et c'est, de Bourgogne ou c'est dans le sud? Non, c'est dans le sud. Donc Dans le forcément, quand on leur donne les montants d'acquisition, limite ils rigolent parce qu'ils disent: «C'est pas possible». Faut aussi que ça soit aussi peu cher. Je suis pas du tout étonné parce que, ça, c'est souvent quelque chose que je dis aussi, c'est que, il faut s'adapter, au prix que le banquier a l'habitude de pratiquer. C'est évident que si vous voulez acheter un immeuble à 800 000 €, vaut mieux aller voir un banquier qui est sur la Côte d'Azur, à Paris ou en Suisse, qui aura l'habitude de voir des maisons à ce prix-là, qu'un banquier qui est dans une zone où la maison la plus chère, elle vaut 200 000 €. Il va se dire: «Bah, c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher». Ouais, Ça c'est aussi, ça vraiment joue, on oublie le billet.
qu'à, le professionnel, de la banque en face qui, justement, il ne enfin, il voit les prix par rapport à son référentiel et c'est vrai que moi, par exemple, quand justement je travaillais au Crédit Agricole, j'étais dans la région de Montpellier, bon, j'avais des clients, leur baraque et la finançaient, elle valait 3 millions et du coup, bah, forcément, si j'avais un client qui venait me voir pour du locatif à 400 000 €, moi, ça me paraissait pas énorme. Et là, je parle même pas parce que j'étais investisseur, je parle vraiment en tant que banquier. Forcément, je finançais des maisons à 3 millions, donc s'il y en a un, il me demandait pour un immeuble à 400 000, je lui dis: «Bon, bah, fais un petit projet, quoi». Oui, c'est une baguette quoi, c'est rien à côté. Exactement, exactement. Ouais, c'est pas la même notion, hein. Tout à fait, ouais, ouais. OK. Mais ça les gêne pas de faire des petits dossiers? Parce que je sais qu'il y a des banques, ça peut les gêner un peu parce que là, c'est des dossiers à 70 000, 100 000 et cetera. Oui, c'est pas des gros montants, mais en même temps, à chaque fois, on prend quand même l'assurance, la PNO, la propriétaire non occupant. Voilà, on a pris quelques trucs, on a ouvert un compte, professionnel chez eux. OK, On prend l'assurance emprunteur chez eux aussi. OK, Donc on joue le jeu, on va dire, on joue le jeu, ils jouent le jeu avec nous. C'est donnant-donnant, ça se passe bien comme ça, donc OK. Tu penses qu'ils peuvent encore t'accompagner sur pas mal d'OP ou ils ont déjà laissé sous-entendre que ça faisait beaucoup d'OP en un an que non, bah, justement, j'ai demandé dernièrement à mon conseiller, il m'a dit: «Non, non, vous pouvez continuer», OK, après quand on passe un certain seuil, forcément, il y a une délégation oui, avec une autre banque, ainsi de suite. Mais, pour lui, il y avait pas de souci, donc on croise les doigts, on continue avec cette banque et avec, et surtout avec ce conseiller qui est très très réactif, quoi. OK, OK, OK. Est-ce que, l'IMO a changé un peu ta manière de voir l'argent, de voir le travail? Parce qu'au final, tu avais démarré, à l'époque d'acheter ta RP, tu t'étais dit, «Bon, beh, j'investis dans l'IMO, j'investis dans la pierre», mais tu avais pas forcément, ce projet que tu as aujourd'hui, de remplacer ton salaire par l'IMO. Est-ce que ça a changé ta vision de voir comment tu travailles aujourd'hui, de justement te ta relation au locataire, à l'investissement? Comment tu vois un peu, cette évolution? Bah, c'est sûr que moi, je me sens, on va dire, capable de gérer plusieurs trucs à la fois, plusieurs domaines, parce qu'avant j'étais pas trop, Heu, comment? J'étais focus dans mon travail, hein, à la SNCF, et Oui, maintenant j'ai la capacité on va dire d'être multitâche, de gérer, tout ce qui est travaux, la location, la banque, tout ce qui est papier. Donc ça m'a ouvert l'esprit là-dessus, je trouve, et OK, j'ai une autre éducation financière qu'on n'a pas eu à l'école, hein, forcément, et là j'apprends. En fait, on peut générer de l'argent par soi-même, et c'est ça qui est intéressant. OK et si tu pouvais reparler au toi qui a démarré sa avant de démarrer ta première opération immobilière, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais, bah: «Pourquoi tu as pas commencé encore plus tôt tes Or investissements?» OK, OK et sur l'aspect formation là-dessus, est-ce que tu, te dis que tu aurais dû te former plus tôt, plus vite, Après bon, tu as eu une mauvaise expérience forcément avec, la formation marchand de biens. D'ailleurs, c'est une question que je t'avais pas posée. Tu voulais faire du marchand de biens à la base ou c'était une Oui. opportunité, Non, bah, en fait, j'avais vu comment on appelle ça? Heu, mince, une webconférence ou quelque chose comme ça? une conférence, voilà, merci. Une OK, OK. conférence, là-dessus. Ça m'a bien attiré parce que c'était quand même un peu bling bling. Oui, Alors honnêtement, ça m'a attiré. J'ai dit: «Bah, pourquoi pas?» Et je voulais faire, en fait, du marchand de biens ici dans le secteur où je suis, d'accord. pour OK, me diversifier un petit peu. Et oui. puis finalement, non, ça a pas fonctionné, et je préfère rester, dans mes investissements locatifs, ça me correspond plus, et puis d'offrir des appartements j'arrive à rénover facilement, que je mets en location, ça j'aime bien ce côté-là, quoi. D'accord, OK, OK. Et d'ailleurs, justement, on en a pas reparlé, mais au niveau des travaux, tu as toujours pour projet d'en faire un maximum toi-même ou tu te dis que tu vas déléguer de plus en plus à des artisans, tu vois ça un peu comment? Genre, est-ce Bah, que tu aimes spécialement ça les travaux ou tu te disais juste: «C'est la manière de que j'ai que de gagner vraiment beaucoup d'argent, c'est de rénover moi-même»? alors, honnêtement, si je pouvais tout déléguer, oui, je le ferais, comme ça je ne me fatiguerais pas, et pendant ce temps, je rechercherais d'autres opérations à faire. Mais là, actuellement, bah, je préfère faire moi-même les travaux, ça me coûte moins cher et du coup, j'ai plus de cash flow. À l'instant T, hein, mais je dis pas dans quelques années, j'aimerais, déléguer au maximum et avoir des belles Oui. opérations, quoi. Oui et laisser tourner un peu là-dessus. Moi, Oui, parce que c'est c'est souvent fatigant quand même. voilà, c'est sûr et puis c'est souvent ce que je préconise aussi, hein, les travaux, c'est évident que quand on les fait soi-même, ça fait des grosses économies et que c'est vrai que ça permet de gagner beaucoup d'argent parce qu'on économise, bah, la main-d'œuvre de l'artisan là-dessus. Mais c'est vrai que d'un autre côté,
l'idée aussi à terme, c'est que plus on fait des grosses OP, plus entre guillemets «son temps commence à valoir cher», parce que ça veut dire qu'on est capable de faire des grosses OP, qu'entre guillemets sa plus grosse plus-value, c'est les trouver, les négocier, les faire financer et qu'après il faut justement mieux, déléguer les travaux là-dessus. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Voilà, mais vu que c'est quand même le début, ça fait 1 an, on préfère faire le maximum nous-mêmes et par OK. la suite, bon, voilà, on délèguera. OK, OK. Et tu m'avais dit justement avant décide d'enregistrer ce podcast ensemble, que justement ton but c'était de passer un message justement pour les investisseurs qui voulaient démarrer, qui avaient peut-être pas encore toutes les connaissances là-dessus. Toi vraiment, c'est que tu t'es formé finalement au fil de l'eau, au fil de tes opérations. Comment est-ce que tu as appris tout ça? Est-ce que tu étais vraiment sur le tas ou à chaque fois que tu avais comme par exemple nous, c'est ce qu'on a fait avec Marie, tu vois? C'est qu'à chaque fois qu'on avait un problème, on apprenait à le régler, c'était comme ça qu'on se faisait notre expérience dessus? Ou tu es allé chercher de la connaissance, je sais pas moi, via, du YouTube, via des livres, via du podcast? Qu'est-ce qui a vraiment fait que du coup tu as tenu le fil, tu t'es dit: «Vas-y, je vais progresser, je vais partir en SCI à l'IS». Qu'est-ce qui a vraiment fait, ton évolution là-dessus? Alors, bah, pour commencer par rapport à la SCI là, j'ai acheté le livre, La SCI pour les nuls. OK, d'accord, J'ai voulu je connais m'informer pas celui-là. là-dessus. OK, C'est le truc tout bête, mais je me suis OK, dit: «On va se renseigner là-dessus» et puis OK, ensuite, bah, j'ai écouté les podcasts dont les vôtres, j'ai vu pas mal de choses sur YouTube, je me suis pas mal intéressé là-dessus et du coup, j'ai dit: «Bah, on se lance» et puis après tout ce qui était, la banque, tout ça, on avait quelques connaissances donc ça allait plutôt bien à ce niveau-là, quoi. Les travaux, on gère plutôt bien. Moi, j'essaie de toucher un petit peu à tout donc on essaie de quand même de se débrouiller au maximum par nous-mêmes. oui. Mais parce que je pense, parce qu'on a un peu d'expérience, on a fait notre résidence principale, on a fait Ouais, construire. tout à fait, bah, c'est vrai que là ça commence à faire pas mal d'OPIMO et pas mal de biens, c'est sûr. OK, Donc c'est pour ça, mais on aurait été plus jeune avec ce qui existe à l'heure actuelle sur les réseaux comme vous, votre, le podcast, les vidéos, tout ça, ben, on se serait plus penché là-dessus pour être accompagné et pour aller plus vite, avoir les petites astuces pour débloquer, pour avoir un déblocage. Ça OK. nous aurait aidé. Je pense qu'il y aurait eu ça il y a 10 ans, ça nous aurait débloqué, on aurait été plus vite. Plus vite. OK, Ouais, OK. ouais, ouais. Intéressant là-dessus et je trouve c'est bien en plus d'avoir le recul sur soi parce que honnêtement, j'ai un peu la même vision que toi là-dessus. Nous aussi, on s'est pas fait accompagner quand on a démarré l'IMO, mais la réalité, c'est que surtout avec le recul qu'on a maintenant aujourd'hui, on se dit: «On serait allé tellement plus vite» parce qu'il y a tellement de nuits où on a mal dormi, on s'est creusé le Oui, cerveau, tu as des sueurs froides. La première fois ouais, que je tu suis vas bien signer chez d'accord. une notaire, tu pas bien parce que tu dis: «Ce que je suis pas en train de faire la plus grosse galère de ma vie». C'est ça. Heu, même si tu commences à avoir des artisans avec qui tu t'entends bien, tu leur fais voir les biens, tu te dis: «Bon, ben si l'artisan il a pu, voir le bien et s'il avait vraiment vu quelque chose, il me l'aurait dit». Mais tu dis d'un autre côté, lui, il est pas associé dans l'opération, donc s'il y a vraiment un souci qu'il a pas vu, c'est moi à la fin qui en porterai la responsabilité tout seul. Donc c'est vrai que entre guillemets, avoir quelqu'un qui aurait été derrière et qui aurait dit: «Non mais, perds pas ton temps en allant là-dessus, va vraiment de ce côté-là, tu verras, tu gagneras du temps, tu iras plus vite». C'est vrai que nous, ça nous aurait permis d'accélérer plus tôt et peut-être de moins se creuser le cerveau sur, et de perdre de l'énergie. Et c'est vrai Oui, qu'entre guillemets, en plus, quand tu fais de l'immobilier, comme ça, à long terme, ce que tu es en train de faire justement, de te dire: «Bah, dans 10 ans, j'aimerais bien quitter mon job», c'est un marathon et c'est bien de pas s'essouffler au début justement et de pouvoir entre guillemets «avancer tranquillement» et de se dire: «OK, en fait, ça va être un peut-être pas un long fleuve tranquille, mais une rivière, il y aura quelques rapides, mais je sais qu'à la fin, quoi qu'il arrive, j'arriverai à la plage, quoi». ouais, c'est ce que voilà, c'est ce que je me dis aussi. C'est ce qu'on se dit, ouais, ouais, avec ma femme. Il y a des voilà, il y a des hauts, des bas, du stress. Comment on va faire ça? On essaie de trouver des solutions. En fait, à chaque problème, finalement, on arrive à trouver une solution. Donc, comme je dis, comme je pourrais dire, c'est: «Lance-toi, crois en tes projets et puis la banque te suivra, quoi». Oui, ça c'est sûr. Moi, la banque, c'est jamais la problématique. À partir du moment où tu as des revenus, tu trouves toujours une solution, tu trouves toujours un banquier qui te suit, faut juste trouver le bon. Ouais, c'est ça. Franchement, un conseiller, ça change tout, hein. OK. On aurait écouté notre premier conseiller de notre résidence principale, qui nous disait on était trop jeunes pour faire construire et ben, en fait, on aurait baissé les bras et puis peut-être qu'on aurait continué notre petite vie sans rien avoir derrière. Exactement, vous auriez jamais été locataire ou vous auriez fait votre premier projet beaucoup plus tard et vous en serez pas du tout au même stade aujourd'hui. Ouais, je pense. Franchement, des fois, ça change de pas grand-chose. Une personne, ça Ah peut c'est tout changer. Ça, c'est sûr et souvent, on a trop le défaut de penser que le banquier, c'est le professionnel, que forcément lui sait, alors qu'entre guillemets, bah, le banquier, voilà, c'est un humain dans une banque, dans une hiérarchie, dans un contexte, dans une agence, sur un secteur, avec une politique crédit à un instant T. Oui. Vous allez voir la banque d'à côté, ça sera complètement différent. C'est ça et puis si lui-même n'a pas fait d'investissement locatif, des fois, il ne comprend pas forcément, quoi. Tout à fait.
Encore Ouais. plus. Ou alors qu'il a pas la bonne clientèle. Tu vois? Moi, par exemple, je sais que, quand j'ai eu la chance quand j'étais banquier d'avoir une clientèle qui était beaucoup de marchands de biens, beaucoup de promoteurs immobiliers. Ça a été intéressant parce que du coup, j'en parlais beaucoup avec eux. Ils ont pu des fois me m'apprendre des choses que je ne savais pas quand j'ai démarré en banque, sur leur métier de marchand de biens, sur leur métier de promoteur immobilier et c'est vrai que, à l'inverse, j'avais des collègues quand ils avaient ce type de clientèle, ils adhéraient pas du tout parce que ça leur parlait pas et ils se disaient: «Bah, en fait, je comprends pas ce qu'ils font». Ouais. Ouais, ouais. OK. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot de la fin pour, les auditeurs, peut-être pour ceux qui sont pas encore lancés dans l'immobilier, qui hésitent, qui ou alors qui sont sur les tu sais, il y a souvent moi ce que je dis, c'est qu'il y a un peu la 1re, opération, tu l'as faite, tu fais la deuxième, la troisième, et après il y a le moment où tu te poses un peu cette question, tu sais pas dans quelle direction aller. Tu te dis: «Est-ce que je continue? Est-ce que je fais une pause?» Est-ce que tu aurais peut-être, un mot à leur dire? Bah, comme je disais tout à l'heure, il faut se lancer le plus vite possible, je dirais, même si on peut avoir peur, même quitte à faire une petite opération, on aura un tout petit cash flow, ce sera toujours ça de fait, toujours, on aura toujours mis le pied à l'étrier et ensuite ça va s'enchaîner. On aura fait une opération, on se dit: «Ah, ça se passe comme ça» et on en apprend à chaque opération, on apprend. On en apprend tous les jours, franchement, j'en apprends tous les jours. Tout à fait, et c'est souvent la première qui est la plus dure, donc entre guillemets, une fois que celle-là est faite, les Voilà. autres sont toujours que plus faciles. Oui, honnêtement, c'est ça. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. OK, super. Bah, écoute, un grand merci à toi pour ce podcast. Est-ce que les auditeurs peuvent éventuellement te retrouver quelque part s'ils voudraient te poser des questions, ou juste te suivre sur Instagram? Oui, bah, alors on peut me suivre sur Instagram, sur, Loge Immo, L-O-J Immo, I-2-M-O. Après je publie pas grand-chose, hein, c'est récent. Je suis pas quelqu'un qui est sur les réseaux, mais si on veut me contacter, n'hésitez pas, hein. Je suis OK, ouvert. bah, écoute, il y aura le lien en bio pour ceux qui veulent, te retrouver là-dessus. Bah, écoute, sauf si, tu as peut-être un dernier mot de la fin? J'aime bien toujours laisser le dernier mot de la fin à l'invité. Dernier mot de la fin? Bah, je te remercie Julien de m'avoir invité, et puis lancez-vous quoi, lancez-vous. OK, bah, écoute, un grand merci Loïc d'avoir été, l'invité de ce podcast. Franchement, il a été top et je pense que tous les auditeurs l'auront vraiment apprécié. Donc encore une fois, merci à toi d'avoir été présent et puis, sans doute, à une prochaine. Eh ben, merci Julien. Allez, Salut, à ciao. bientôt. Ciao.